Cette force qui se déploie. Cette force qui se déploie. Cette force qui se déploie. Je m'appelle Camille Geoffroy et j'avais envie de partager avec toi la parole libre et spontanée de personnes qui m'inspirent. Lucien. Comment je pourrais te présenter Lucien ? Lucien, il a une présence. Si tu poses la question, est-ce que tu connais Lucien ? C'est quelqu'un qu'on repère, qu'on remarque. Et en même temps, c'est quelqu'un qui dit pas grand-chose, qui observe beaucoup. Au moment où je l'interroge, je connais rien de lui, de sa vie, de son parcours, de son cheminement. Mais j'ai l'impression de le connaître très bien parce que je danse avec lui depuis 10 ans. De la danse contact, de la danse d'impro, donc on connaît les corps, l'écoute, la créativité. Et je vais adorer ce que je vais entendre. C'est-à-dire un chemin vraiment à la fois très fluide et très sinueux. Et pour moi, c'est vraiment ça aussi, la force qui se déploie. Et bien Lucien, c'est un chemin tranquille qui va t'emmener des années 60, 70 à aujourd'hui. 7 and 8 and 9. La danse, pour moi, ça me permet aussi de me retrouver en rencontrant les autres sur des chemins justement de corps, de danse, là où s'harmonise vraiment la nature, la culture, la création, le partage. Je suis né au Maroc, je suis resté jusqu'à l'âge de 10 ans. Et après, j'étais à Bordeaux. J'ai fait ma scolarité à Bordeaux, pas très longtemps, puisqu'en fin de quatrième, j'ai tout laissé tomber. Voilà, j'avais soif, je sais pas, d'autre chose, de vie. Et je voulais aller à l'usine. Je voulais découvrir le monde du travail. J'ai commencé pour une usine de béton, on fabriquait des parpaings, mais ça c'était l'été, parce que quand j'étais trop jeune, je ne pouvais pas non plus. Une usine, c'est là que j'ai pu acheter mon premier vélo, grâce à ce travail d'été. Et après, j'ai fait des apprentissages, puisque c'était obligatoire. Et j'avais 13 ans. Et j'ai fait un apprentissage, alors j'en ai fait plusieurs, mais sans jamais réussir à me fixer, quoi. J'étais plombier, zingueur, fumiste à l'époque, ça s'appelait. Après j'ai fait quoi, tôlier, peintre. Puis après j'ai commencé à travailler, donc j'étais charbonnier. Enfin, je portais les sacs de charbon que je livrais chez les gens. J'aimais bien ça. Puis j'aimais bien notamment porter le charbon. Enfin, en l'occurrence, là, c'était en bas, parce que c'était les caves. Et à Bordeaux, il y a beaucoup de caves. Donc avec des soupirails qui s'ouvraient sur la rue, sur le trottoir, et on faisait tomber les boulets de charbon dans la cave. C'était l'époque aussi qu'on appelle les 30 glorieuses, donc il y a vraiment du boulot. Facilement, tu pouvais passer d'un boulot à l'autre. Ce qui me permettait de voyager, de m'arrêter de travailler, après retravailler, puis j'avais tous mes permis aussi. Donc comme chauffeur-livreur, j'ai beaucoup travaillé comme chauffeur-livreur. J'ai fait l'international avec des gros camions, des semi-remorques. Après, j'ai arrêté avec un copain, on voyageait pas mal, on a été comme ça. On est parti en Turquie, un beau jour d'aller en Turquie. Et ben on partait, c'était une époque où c'était fou, quoi. On pouvait faire ce qu'on voulait, ce dont on rêvait. Comme ça, on est parti, et puis bon, si on n'avait pas de moyens financiers, on s'arrêtait, on travaillait. C'est là que j'ai fait la plonge dans un collège américain en Suisse. Voilà. Puis quand on avait un peu d'argent, on repartait, on reprenait la route avec 2 chevaux à l'époque, qu'on savait bricoler parce qu'on avait besoin là pour une vieille de bêche. J'étais éducateur spécialisé, et après j'ai passé un brevet d'état sport adapté, donc qui permettait d'enseigner les activités physiques et sportives à des personnes en situation de handicap mental et physique également. Et là, je me suis vraiment épanoui, quoi. C'était vraiment très fort ces rencontres avec ces personnes-là. Mais bien sûr, je n'avais pas la disponibilité, le temps de suivre des activités, notamment hebdomadaires. C'est aussi un travail où je travaillais, je bossais les week-ends, pendant les vacances, bien sûr, parce que souvent il y avait des personnes handicapées qui, elles, travaillaient la semaine, mais étaient dispo le week-end, donc on en profitait bien sûr pour pratiquer les activités. Mais donc en 2007, quand j'étais à la retraite, à partir de 2007, j'ai vraiment eu la chance. C'est vraiment une deuxième vie, quoi, pour moi. Une renaissance, dans la mesure où avant, je pratiquais moult stages.
de théâtre, de danse, dans toute la France, voire à l'étranger. Mais j'étais beaucoup moins disponible, bien sûr. J'étais au Festival d'Avignon et par hasard j'ai rencontré Anne Journeau qui dansait là-bas. Elle m'a dit tiens je vais prendre un pot avec Marion Bâti, si tu veux venir avec moi. Ben, je dis pourquoi pas. Et donc là j'ai rencontré Marion qui était à l'époque la directrice des éclats chorégraphiques de La Rochelle. Et tout de go comme ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit à Marion tu chercherais pas des fois des bénévoles pour ton association à La Rochelle? Elle dit mais si, au contraire, pourquoi? Et je dis parce que moi, voilà, je suis dispo et quand tu veux, je veux bien. Voilà, donc nous avons pris rendez-vous avec Marion, donc ça a été voilà, le départ d'une aventure avec les éclats chorégraphiques, quoi. Les éclats chorégraphiques recevaient des compagnies professionnelles en résidence. Il y avait un festival aussi tous les ans dans tout le Poitou-Charentes. Et donc j'accompagnais les compagnies, je recevais souvent aussi des danseurs chez moi. Je préparais souvent aussi les repas pour tout le monde. Je faisais le taxi. Pendant les festivals, j'accompagnais Marion sur tous les lieux où il y avait des spectacles, dans tout le Poitou-Charentes. Et ça, j'adorais parce que je voyais les compagnies répéter juste avant le spectacle, j'étais avec eux. Et après, on dînait ensemble. Voilà, c'était une vie vraiment rêvée, quoi. Vraiment rêvée pour moi. Et puis là, j'ai eu la chance aussi, grâce à ce bénévolat, de rencontrer effectivement d'autres personnes du spectacle. J'accompagnais Anne Journeau donc, sur un de ces spectacles pour enfants qui s'appelait Dans les lumières du vent, où je faisais la régie, la lumière, et voilà, les échauffements. Et c'était un très beau spectacle. Et là, il y avait une fille qui faisait la scénographie et qui m'a dit que Françoise Guillaumont, le théâtre de la Baleine Cargo à La Rochelle, cherchait des comédiens. Moi, j'ai dit banco. J'ai rencontré donc Françoise. Elle m'a dit oui, voilà, on a discuté. Bon, j'ai fait quelques essais, des impros. On a fait quelques résidences ensemble. Et donc, j'ai joué dans un spectacle qui s'appelait le cimetière itinérant de Canapé. Mais là aussi, c'était incroyable, quoi. Pour moi, c'était une fête continuelle de pouvoir jouer. Voilà. En plus, au début, j'étais vraiment très étonné parce qu'elle me dit bon, il faut que tu me donnes tes coordonnées bancaires parce que tu vas avoir des cachets. Je dis quoi? En plus, je vais être payé. Je vais être payé pour jouer et faire ce dont je rêve depuis des années. Pour revenir à la danse et à Marion Bâti, aux éclats, j'ai aussi rencontré quand même des compagnies professionnelles, dont une de La Rochelle qui s'appelait Toufik Wa. Et j'ai dansé. J'ai dansé dans cette compagnie. Pour moi, c'était là aussi. Ouais, je planais, quoi. On a dansé au CCN à La Rochelle, à Paris, à la Chapelle Saint-Vincent, donc des éclats. C'était vraiment très très fort. Et donc ça continue, heureusement, parce que j'interviens beaucoup avec la compagnie donc Equinox. Et oui, tu danses. Tu danses, tu continues de danser. Bien sûr. Avec Equinox, je voudrais noter aussi que ça a été des expériences incroyables avec le dispositif Danse amateur répertoire du Centre national de la danse, qui nous a permis de reprendre donc des œuvres de chorégraphes connus, qui étaient au répertoire donc, du CND, et de les monter et après de les présenter. Il y a eu notamment Les Tournesols, une pièce de Dominique Petit, que nous avons reprise et que nous avons joué où? À Chaillot, s'il vous plaît. Et voilà Lucien qui va danser à Chaillot. Ouais. Tout simplement. Pourquoi pas? Pour moi, la danse, vraiment, c'est comme un paysage à butiner. Je dirais un paysage de l'homme. Danser, c'est vraiment choisir le corps et le mouvement comme champ de relation. Alors, champ, on peut l'écrire avec un T ou avec un P. Avec le monde comme un instrument de savoir en devenir, d'expression, bien sûr, et d'émotion à partager. Parce que moi, quel que soit le spectacle que je puisse voir, si je ne suis pas touché, si je ne suis pas ému, voilà, j'ai un peu de mal, quoi. Pour moi, c'est très important. D'émotion à partager. La danse est aussi un univers poétique qui ouvre des chemins de liberté et qui traverse en grande fragilité toutes les étapes de la création. 2, expire. 3, 4, souvent le regard devant, 5, juste droit, Anne, 6. Et aussi le monde du sport. Alors ça, pour moi, c'est très important. Je crois qu'il faut que je l'évoque. Donc j'étais éducateur aussi sportif. Par ailleurs, dans mes loisirs, j'arrivais quand même à libérer un peu de temps pour faire aussi du sport. J'ai fait du rugby dans des équipes.
du foot, du tennis. Et pour moi, ça a toujours été quand même aussi une valeur très importante. Tiens, voilà Mélo qui vient. Coucou Mélo. C'est la chatte. Il passe, va manger sa gourmandise. Et donc, le lien, pour moi, ce qui n'a pas été facile, c'est faire ce lien entre le sport et l'artistique. Parce qu'aussi bien le monde artistique que le monde sportif sont très intolérants l'un envers l'autre. C'est-à-dire que, bon, quand je jouais au rugby, je leur disais, bon, mais là, non, je ne pourrais pas venir l'autre dimanche pour jouer parce que j'ai un spectacle au Westall. Et quoi, mais ça va pas, tu vas pas, t'es un PD, excusez-moi l'expression. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais aussi les cheveux très longs, queue de cheval assez abondante. Mais je m'en prenais, quoi, je me faisais vraiment casser partout. Et le monde de l'artistique Et est le pas monde non artistique, plus... quand je leur disais, ben non, là, je vais avoir des difficultés, je pourrais peut-être pas être présent parce que j'ai un match qui est important. C'est quoi? Mais c'est des bofs, tous ces sportifs. Ils nous emmerdent, ça va pas, qu'est-ce que tu vas fréquenter ça? Voilà, j'ai toujours navigué un peu entre ces deux valeurs-là et ça m'a toujours poursuivi et ça me poursuit toujours parce que là, bon, je suis toujours très intéressé par le sport, bien sûr, j'en fais beaucoup moins. Si ce n'est nonobstant le VTT, mais j'ai toujours ces valeurs-là et c'est toujours très drôle. Je me souviens des repas, notamment, c'était au foot, je crois, où on parlait, c'est vrai, puis moi j'ai évoqué la danse, j'ai dit, moi je danse, alors je leur ai expliqué un peu quoi ça comportait, et c'était la surprise générale, mais à mon étonnement, il y a quand même eu un respect et une écoute, voilà, ils n'ont pas commencé à rire, à se moquer, à être ironiques, c'était très drôle. Et un copain, donc après, m'a dit, qui a assisté à ces scènes-là, m'a dit non, t'es quand même courageux de devoir évoquer la danse, la danse avec non. eux. Je pense que on le fait peut-être, mais vraiment communiquer comme les arbres et leur système racinaire. C'est-à-dire que sous la terre, les arbres communiquent, s'informent, s'aident. Il y en a un qui est malade. Ils se regroupent et je trouve ça assez fabuleux. Je me dis que peut-être que nous aussi, avec nos racines, puisqu'on a nos parents, nos grands-parents, arrière-grands-parents, et qu'il y a des siècles d'histoire aussi qui nous construisent aujourd'hui. Et que ce système racinaire, là, vraiment, j'ai passé 4-5 ans, effectivement. Un marché pieds nus était comme hiver. Et c'était quoi la sensation? Ben, je sais pas. À l'époque, j'étais pas trop dans le domaine du ressenti ou de la pleine conscience. Mais voilà. Si, j'adorais, bien sûr, pieds nus, ressentir les températures du sol, les parfums. C'était pas toujours facile, parce que j'allais travailler aussi. Il faut savoir que, oui, en 82, 83, j'allais pieds nus, c'était possible d'aller travailler pieds nus. Donc j'étais éduque. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui on te dirait de mettre tes chaussures? Oh ben, complètement. Complètement. C'était des années incroyables, quoi, toutes les années, bien sûr, après mai 68. C'était la communauté là, que j'ai un peu évoquée tout à l'heure. C'était en plein centre de Bordeaux, où on faisait des conférences, où il y avait des peintres, des artistes qui venaient. Où on passait des nuits à sérigraphier des affiches et à les coller. Donc à l'époque, bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, c'était le Larzac, défendre le Larzac, c'était la guerre au Vietnam, c'était l'assassinat, le Chili, bien sûr, avec l'assassinat d'Allende et la torture de Pablo Neruda. Voilà, l'énergie nucléaire, les centrales. Mais c'était tout le temps, c'était un mouvement non violent. C'est-à-dire qu'on se faisait arrêter, bien sûr, à chaque manif. On faisait souvent des sittings là où il ne fallait pas. On se faisait embarquer au commissariat, mais bon, voilà, après, ils nous ont lâchés. On a toujours prêché, enfin moi c'est pour la non-violence, le respect, on retrouve toujours et la tolérance, quoi. Au vu de ce qui se passe dans le monde et d'une intolérance qui est pratiquement à son comble, ça aussi qui me fait vraiment mal, qui m'attriste. Je trouve qu'il serait temps de clamer haut et fort la nécessité de la liberté, justement, d'expression. Il devient urgent à dire, à travers l'acte artistique, et la danse, bien sûr, notamment, que l'humanité, au sens le plus noble du terme, doit rester au cœur de toutes nos préoccupations. Et que nous défendons ces valeurs,
quand je danse ou quand je joue au théâtre. Ces valeurs qui sont à ce jour, à mon sens, à mes yeux, battues en brèche, c'est-à-dire l'écoute, la conscience, le respect, la tolérance, l'accueil, la solidarité. Je trouve qu'il serait temps et important de clamer la liberté des corps, la liberté des êtres, la liberté des désirs, la liberté d'être, tout simplement. Je relis des livres, dernièrement Mandela, bien sûr, qui est vraiment pour moi un peu l'homme de ma vie. Mandela, Gandhi, Luther King, on a beaucoup lutté à l'époque par rapport à ça. Et ça me permet, comme un fleuve après une tempête, les eaux se calment, redescendent, et me recentrer un peu sur ma vie. Puis il y a aussi Muriel, qui quand même m'accompagne depuis 40 ans, qui aussi essuie un peu les coups de vent, lorsque ça peut arriver. Parce que sans elle, je crois que j'aurais jamais pu réaliser tous ces rêves, arriver à ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? De continuer, je crois, comme aujourd'hui. Continuer à danser, à rêver, à réaliser certains rêves, à voyager, à rencontrer, à aimer. L'amour au sens vraiment le plus noble du terme. Le plus pour toute l'humanité, quoi. Oui, l'amour, je crois. L'amour. Merci d'avoir écouté ce podcast. Ces entretiens font partie d'un projet global qui s'appelle « Cette force qui se déploie », exposition sonore dont vous pourrez trouver plus d'informations sur notre site www.lavieestailleurs.com.